Dans le dernier épisode du podcast Joe Rogan Experience, avec Michael Venom, Page comme invité, les deux ont décortiqué en détail la carte du tournoi UFC 320. Rogan a ouvert la discussion en évoquant le co-main event, le combat entre Merab Dvalishvili et Cory Sandhagen. Il a souligné à quel point les habitudes d'entraînement du champion sortent de l'ordinaire. Merab lui-même a expliqué qu'il ne s'échauffe pas et ne s'étire pas comme le font la plupart des athlètes. Il entre simplement dans la salle et commence à s'entraîner à fond dès la première minute. De plus, selon ses propres mots, il ne se couche généralement qu'aux 2 heures du matin. Et pourtant, malgré cette routine complètement désordonnée, il possède sans doute la meilleure endurance de toute l'histoire de l'UFC. Il a battu presque tous les records importants de lutte au sein de l'organisation, surpassant quiconque a partagé la cage avec lui. Rogan a également salué Cory Sandhagen, qu'il considère comme l'un des combattants les plus précis et intelligents, technique, fluide et extrêmement difficile à toucher. Mais il a rappelé qu'il s'agit de MMA. Et lorsque l'on ajoute au mélange le rythme effréné de Merab et sa lutte infernale, le combat prend une toute autre dimension. Allons plus loin dans l'analyse. Et n'oubliez pas de laisser vos pronostics pour le tournoi UFC 320 dans les commentaires ci-dessous. Mec, il parlait... Je ne me souviens plus avec qui exactement. Ah oui, c'était dans le podcast de Mighty Mouse. Ouais, pas de sauna, pas de bain froid, pas d'étirement, rien de tout ça. Il arrive sans échauffement, sans rituel. Il dit « Je viens, je commence l'entraînement ». Il arrive et met directement la gomme. Il se couche vers 1 heure ou 2 heures du matin. Tout son rythme de vie est l'exact contraire de ce qu'on conseille habituellement aux sportifs. Une fois on l'a étranglé, il était resté inconscient pendant environ 2 minutes. Ouais. Et après il a dit « Oui ». Il bougeait les jambes, il se débattait, il ne lâchait rien. On dit « Ce type ne connaît même pas le mot « abandonner ». 0. Il faut le mettre KO. Lors du combat contre Marlon Moraes, il tenait à peine debout après le premier round. Et pourtant, il est revenu et l'a stoppé. C'est un monstre, une bête, une vraie bête. Et en plus, il continue de progresser. Ouais. Donc, quand on pense, voilà, ce mec est déjà au sommet, il est meilleur que tout le monde. Non. Il évolue encore. Il n'a pas fini son chemin. C'est comme un projet inachevé. Ensuite, Rogan est passé à l'analyse du combat principal de la soirée, la revanche entre Ankalaev et Pereira. À la surprise de nombreux fans, cette fois, il a penché en faveur de Pereira. Il a expliqué que, lors de leur premier affrontement, l'arme la plus redoutable d'Alex, son célèbre crochet gauche, avait été pratiquement neutralisée à cause d'une blessure à la main gauche. En plus de cela, selon plusieurs sources, Pereira aurait contracté le coronavirus pendant son premier camp d'entraînement, ce qui aurait inévitablement affecté son endurance et sa condition physique. Quand on revoit ce combat, il est clair qu'Alex n'était pas lui-même. Il combattait avec retenue, lançait peu de coups, et cette assurance habituelle semblait absente. La menace constante des tentatives de lutte d'Ankalaev paraissait le freiner, l'empêchant de s'exprimer pleinement debout. Même s'il a réussi à défendre toutes les tentatives de mise au sol, il n'a jamais trouvé son rythme, et son offensive est restée limitée. Cette fois, cependant, avec un Pereira en parfaite santé et manifestement concentré sur l'amélioration de sa lutte, on peut s'attendre à une version totalement différente du Powhatan. Qu'il gagne ou qu'il perde, une chose est sûre. Alex a déjà laissé entendre qu'après ce combat, il pourrait monter chez les poids lourds et affronter le vainqueur du duel entre Aspinall et Gane. Tu sais, beaucoup de gens ne captent pas ça quand ils regardent les combats. Parfois, les gars montent dans la cage alors qu'ils ne sont pas au top. Par exemple, cette histoire de revanche qui arrive ce week-end, Ankalaev contre Pereira. On dit que, avant leur dernier affrontement, Pereira s'était blessé à la main gauche et avait chopé un rotavirus. Et franchement, j'y crois. Il avait l'air bizarre. Ouais, pas comme d'habitude. Au 5e round, on voyait qu'il commençait enfin à trouver le rythme. Il touchait mieux avec les low kicks, il s'activait. On avait envie de lui dire « Mais pourquoi t'as pas commencé comme ça dès le début ?» La réponse est simple. Il n'avait plus de jus. Avec un rotavirus, ton énergie est au plus bas, t'es vidé. On voyait qu'il essayait juste de se ménager. Et si sa main gauche lui faisait vraiment mal, là, c'est dramatique. Parce que son crochet du gauche, c'est son arme principale. Exactement. C'est le coup fatal. Si tu regardes ses meilleurs moments, la moitié de ses KO viennent de ce crochet du gauche. Même quand il a juste effleuré Jamahal Hill, il l'a quand même secoué. Je ne pige toujours pas comment c'est possible. Il a une puissance de frappe monstrueuse. Souviens-toi du combat contre Jiri Prochazka. À la fin du premier round, il l'a déjà touché. Et au début du deuxième, il l'a terminé d'un high kick. Prochazka a récemment évoqué une rencontre inattendue avec Khalil Rountree à l'Institut de l'UFC, survenue seulement quelques jours avant leur affrontement, partageant les détails dans une interview pour Choc MMA. Selon Prochazka, Rountree s'est approché calmement, simplement pour le saluer. Mais le Tchèque n'a pas caché son agacement. Quelques semaines plus tôt, Khalil avait publié en ligne plusieurs remarques piquantes à son sujet, juste avant leur combat. Ce duel compte énormément pour la catégorie des mi-lourds. Le vainqueur se rapprochera dangereusement de la course au titre,
là où se trouve déjà Carlos Ulberg. Ulberg, nouvelle figure montante, affiche une fin de victoire impressionnante après une série de prestations éclatantes. Il existe même une véritable possibilité qu'il dépasse les deux hommes, puisque Prochaska comme Rountree ont déjà eu leurs opportunités pour la ceinture. Cependant, le tableau général dépend encore du résultat du prochain combat pour le titre entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev. Si Pereira parvient à s'imposer, une trilogie avec Ankalaev semble presque inévitable. Un scénario capable de bouleverser toute la hiérarchie des mi-lourds et de redessiner l'avenir de Prochaska, Rountree et même Ulberg. C'est une période brûlante pour la division des 205 livres. Et toi, quels sont tes pronostics pour le tournoi UFC 320? Partage-les dans les commentaires. Quand je suis arrivé à Vegas, à l'Institut de Performance, c'était mon tout premier jour de camp d'entraînement. On s'entraînait avec l'équipe. Et lui, il est sorti de la salle, puis il était venu vers moi et m'a lancé un truc du genre « Salut Yuri ». Juste un salut normal, comme entre deux personnes. Je l'ai regardé et je n'y ai pas cru. Parce que, tu vois, après tout ce qu'il avait écrit sur Twitter, tous ses mots, ses pics, ses publications, je m'attendais à tout, sauf à un simple salut. Je suis resté là, à l'observer, voulant comprendre ce qu'il allait faire, comment il allait réagir. Et il m'a juste salué tranquillement, comme un type ordinaire. C'est là que j'ai compris. Toute cette merde qu'il écrivait en ligne, ce n'était pas vraiment lui. Joe Rogan a récemment mis en lumière l'un des points les plus vulnérables de Jon Jones. Un aspect dont même ses fans les plus fidèles parlent rarement. Dans le dernier épisode de son podcast, il a longuement décortiqué le duel hypothétique entre Jones et Tom Aspinall, sans mâcher ses mots. Selon Rogan, malgré son statut de légende absolue, Jones serait nettement dépassé par Aspinall en termes de vitesse et de mobilité. Il n'a pas caché son admiration pour le Britannique, soulignant que la rapidité exceptionnelle du poids lourd originaire de Manchester, avec ses quelques 250 livres, en ferait un véritable cauchemar pour un combattant comme Jones, jamais réputé pour sa vivacité. La combinaison de la taille, de la puissance et de la vitesse rend Aspinall terriblement dangereux. Le faire tomber au sol est presque mission impossible, et il lui serait physiquement impensable de descendre jusqu'à la catégorie des mi-lourds, ce qui signifie que sa force brute et sa réactivité naturelle pourraient étouffer un adversaire habitué à affronter des hommes plus légers. Rogan a insisté sur le fait que cette différence de vitesse et d'explosivité représente un vrai problème pour Jones, surtout face à un poids lourd aussi grand et rapide qu'Aspinall. C'est pourquoi ce combat reste l'un des plus fascinants et si du monde du MMA. L'intérêt pour cette idée a refait surface depuis que Jones a annoncé son retour. D'après les rumeurs, il ferait tout pour obtenir une place sur l'événement du White House Event. Mais cette fois, c'est Dana White lui-même qui ne semble pas enthousiaste à l'idée de monter ce combat. Cela dit, comme souvent dans le MMA, tout peut encore évoluer, il reste largement le temps avant l'événement. Et vous, qu'en pensez-vous? Tom Aspinall pourrait-il percer le mystère Jon Jones? Aimeriez-vous voir ce duel? Peut-être même lors de ce fameux White House Event? Dites-le dans les commentaires.